Alors, deuxième session donc, de notre cycle sur la logique du sujet littéralement face à la reconstitution du nazisme. J'insiste sur le de reconstitution parce que ce qui m'a décidé à aborder ce sujet, c'est pas de vous faire l'histoire du Troisième Reich, même si on va être amené à rappeler des choses, hein, parce que tout est fait pour qu'on oublie. Mais c'est plutôt le nazisme qui se reconstitue qui me préoccupe. C'est pas celui qui a été écrasé par l'armée rouge. Et à peine achevé par le débarquement en Normandie, que je rends hommage à tous les jeunes gens qui sont tombés sur les plages de Normandie. J'aurais préféré qu'ils viennent avant d'ailleurs, mais ça c'est pas de leur faute. Je fais ce préambule, comme la dernière fois, je commence par l'aspect politique, si vous voulez, et non pas philosophique. Mon sujet, dans la mesure où ça ne s'arrange pas la dernière fois. Hein. Maintenant, c'est la Bolivie. Non, parce qu'il y en a qui sous-estiment, qui croyaient que c'était juste des rivalités politiques. Non, on connaît très bien les personnes qui sont là. C'est l'extrême droite classique des pronunciamentos, comme on dit. Tu connais, hein. Dans la région, soutenu bien sûr par l'oncle d'Amérique, comme on dit, depuis toujours. D'ailleurs, on le précise assez rarement, mais il y a un institut, une école, un centre de formation, comme vous voulez, dans le Maryland, qui a pour spécialité de comment, avec une petite cuillère, on enlève les yeux aux interrogatoires, vous voyez, des guerrieros. Et oui, c'est ça l'histoire de l'Amérique latine des 60 dernières années. C'était un bain de sang déjà un peu avant, hein. C'était pas triste avec les Portugais au Brésil ou les Espagnols ailleurs, non, pas, mais enfin, il faut avoir le sac de Mexico, quand vous connaissez un peu votre histoire, hein. C'est un carnage à l'époque de Cortés. Hein, Catherine, c'est un carnage. Hein. Ah oui. Et mais alors là, allez, je vais vous faire une confidence qui va pas me rajeunir. Il y a une grande époque où tous les chefs d'État d'Amérique latine avaient des noms ibériques. Qui dirigeait le Brésil quand j'avais votre âge? C'était Geisel. Qui dirigeait le Paraguay? Stroessner. Vous vous rappelez? Alfred Stroessner. Oui. Et en Bolivie, c'était qui? Hugo Banzer. Je ne plaisante pas. Et vous savez, il y en a qui ne le savent pas, je reviendrai sur le fait que l'amnésie est entretenue. Parce que les gens seraient plus méfiants s'ils savaient comment ça s'est passé. Vous savez, je continue mon détour, hein, ma parenthèse, mon imposition. Vous savez, le fameux sondage qui a été fait fin 1944, les tout premiers sondages de l'IFOP, où on demande quel est le pays qui a joué le rôle essentiel dans l'écrasement du nazisme. 65% disent c'est les soviétiques, les Américains 25%, et puis après ce qui reste, c'est dispute avec les Anglais le soir, etc. Quoi. On fait le même sondage 40 ans après, ça s'est inversé. Tout le monde dit que c'est les Américains, le jour le plus long, Hollywood, la légende qui prend la place de l'histoire. Bon film, non? Je sais pas. Hein, pour le film, c'est bien. Tu sais que ça a été tourné en Corse, ces débarquements? Si, sur la plage de Saleccia, dans le désert des Agriates. Excusez-moi, il fallait que je le casse. Et donc vous voyez comme la mémoire, tout ça c'est pour vous citer un titre que je vous recommande, qui est apparu dans les années 50 d'un sociologue à l'époque, Maurice Halbwachs, celui qui dort à moitié, Halbwachs, mot à mot, qui a écrit le titre significatif « Les cadres sociaux de la mémoire ».
Voilà quelqu'un qui est bien oublié, et pour cause, quand on parle de mémoire. Les cadres sociaux de la mémoire. Parce que on pourrait réduire la mémoire au champ psychologique, au champ psy, et non pas au champ sociologique, vous voyez. Alors que s'il n'y a pas les supports sociaux, on n'a pas du tout les mêmes choses dans la tête. Hein. Et c'est complètement inconscient. Les relais, hein, quand je dis les supports, les relais collectifs. Et de nos jours, et là je reviens à la reconstitution du nazisme, dont c'est un des facteurs, attention, aucun de ces facteurs pris à part ne suffit à l'accusation de nazisme. C'est tous ensemble qu'ils convergent. J'avais pris l'image la dernière fois du bassin versant en géographie, vous voyez. On ne peut pas dire que tel petit ruisseau, c'est l'Amazonie, mais enfin, je vais dire, à force de couler tous dans le même sens, ça finit par donner un grand fleuve. Donc, quand je suis un peu sévère des fois avec telle déformation écologiste et tout, il faut comprendre aussi. Hein. Bon, mais on n'en est pas là pour l'instant. Ce Halbwachs-là montre à quel point, s'il n'y a pas ces relais, je veux dire, la mémoire, donc, pour lui, il y a des facteurs sociologiques qui sont déterminants dans notre anamnèse, le contraire de l'amnésie. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement qu'on a réduit le sociologique au psychologique. Allez continuer maintenant, c'est même réduit au cognitif. Oui, bien, au biologique, c'est ça. Aux sciences cognitives, etc. Stimulus, réflexe, enzymes. La mémoire, c'est ça. Vous voyez, et le tour est joué. Et on ne saura jamais que tous les thèmes de Foucault et Deleuze se trouvent déjà dans la propagande des philosophes nazis. Je n'ai pas dit que Foucault et Deleuze sont des nazis. Je préfère passer une soirée avec Foucault qu'avec Goebbels, c'est pas la question. C'est plus grave que ça. Je ne parle jamais contre les personnes physiques, moi. Je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est une des choses qui me distingue aussi d'un certain stalinisme. Parce qu'il y a un Staline que je défends, et un autre contre lequel je défends les victimes. Mais je veux dire, c'est qu'on peut liquider toute une classe sociale sans toucher une personne physique. C'est difficile, hein. Des fois, il faut mettre un peu la main à la pâte. Mais pas trop, voilà. Mais on peut supprimer, je sais pas, vous supprimez le métier des traders, par exemple, je veux dire, ça peut se faire sans vous voyez, on peut supprimer... voilà. Donc, je fais ce préambule que le sujet dont je vous entretiens, je l'ai choisi parce qu'il y a de l'urgence et qu'il y a de l'actualité. Ce qui se passe en Bolivie, c'est épouvantable. Vous avez vu la nana qui s'est autoproclamée... pardon, j'ai dit nana. Qui s'est autoproclamée présidente, alors qu'il faut un quorum des Cortes, enfin, du Parlement, etc. Le Parlement était à 2/3 vide, personne ne l'a désigné, elle n'a pas été élue. Alors j'ai une bonne nouvelle dans tout ce cauchemar, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue au centre de La Paz pour demander le retour de Morales et pour protester contre l'illégalité de cette autoproclamation. Vous voyez que c'est pas joué non plus. Et j'en profite pour dire, puisque je suis sur ce chapitre, on n'a pas l'air d'être en philosophie là. Et pourtant, lisez tout ce que dit Marx de l'accumulation primitive, vous verrez qu'on n'est pas loin. Il ne faut pas croire que l'Amérique latine est en train de virer au fascisme, je ne dis pas ça. Regardez en Argentine, c'est le contraire qui vient de se passer. C'est une certaine gauche, il ne faut pas rêver. Hein. Je me rappellerai toujours que Jean m'avait dit... notre ami Jean Hermé a été responsable pour le Parti communiste à une époque de l'Amérique latine. Et il a eu l'honneur de s'imposer, de rentrer au Congrès aux États-Unis avec une pétition contre l'embargo sur Cuba, vous voyez, par exemple. Et donc, à l'époque, je l'interrogeais sur Lula, parce que le nom commençait à émerger, il était dirigeant syndical, mais on ne savait pas très bien, il n'était pas président encore, vous voyez. Il m'a dit, oulala, c'est le Mitterrand brésilien, mon pauvre. Voilà, vous voyez, c'est pour vous dire, moi je suis content qu'il soit libéré, hein, c'est pas... Pour vous dire, il ne faut pas rêver non plus, mais enfin, c'est pas Bolsonaro, quoi. Vous voyez, on est vraiment là, il y a du fascisme. Hein. Écoutez, Bolsonaro, oui, il y a les évangélistes derrière, avec le budget américain. C'est terrifiant, hein, ça. C'est les suprématistes. Vous savez que le coup d'État en Bolivie, il y a un fond raciste, anti-indigéniste. Hein. Bon, vous savez, vous tenez au courant, c'est bien. Voilà, bon, bref. Donc,
encore une fois, il ne faudra jamais l'oublier pendant tous les détours qui peuvent m'arriver de faire. Et vous savez, j'aime bien dire que ces détours, c'est pour rester au centre de la chose, c'est le fait que c'est l'actualité du danger qui nécessite qu'on y pense un peu plus près. Et allons-y maintenant de faire une anamnèse, donc je vais être amené à parler tout de même du Troisième Reich, bien que ce ne soit pas mon sujet c'est le fascisme d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais bien préciser dans ce préambule. Et ça ne sera peut-être jamais de la même manière, c'est pour ça que j'ai été un peu long. Ça ne prend pas les mêmes formes. Mais enfin, qu'est-ce qui défraie l'actualité aujourd'hui? Parce que là, pour l'instant, je suis... ouais, ça va, c'est le tiers-monde, l'Amérique latine, il y a toujours eu des golpes ou des prononciaments, oui, c'est ça, oui. Et en Allemagne, qu'est-ce qui se passe, hein? Jamais on a vu un parti d'extrême droite en Allemagne depuis la fin de la guerre atteindre de pareils chiffres. Qu'est-ce qui vient de se passer en Espagne aux élections? Il n'y a pas si longtemps, on disait, mon Dieu, la France c'est abominable, tous les pays sont démocratiques, que la France, avec c'est Le Pen qui approche les 30%, là, mais maintenant c'est tout le monde. Pas de jaloux, hein. Donc voilà, je veux dire. Et puis, on n'en parle jamais non plus, si on en parle en bien. Les pays scandinaves, vous savez, pendant longtemps, social-démocratie, le modèle suédois. Il n'y a pas un seul gouvernement actuel, dans aucun des pays scandinaves, Finlande compris, qui garderait le pouvoir s'il n'y avait pas, dans le gouvernement, la participation des néo-nazis ouverts. Hein. Alors là, sans complexe. Voilà, je vous le dis, vérifiez. Ne me croyez pas sur parole que ce soit en Norvège, en Suède, au Danemark ou en Finlande. C'est par la participation de l'extrême droite que les gouvernements ont une majorité. Dernier chapitre sur ce préambule, quand même, dernier sous-paragraphe. La France et l'Allemagne, un vieux débat. Vous savez que Macron rêve de faire entrer l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez, il pousse à ça. Je ne pousse pas du bois, je vous ai remarqué, j'ai m'arrive d'être germanophile hein, quand même. Plus en musique qu'en politique, mais quand même. Alors, pas seulement. Vu les chiffres que fait l'extrême droite en Allemagne, imaginez que sur le poteau, l'Allemagne arrive à avoir un siège de Conseil de sécurité avec un gouvernement d'extrême droite. Oui, ce serait pas mal la boucle qui se refermerait comme ça. Voilà, hein. Je termine là-dessus, je ne le souhaite pas, bien sûr. Donc, vous me direz, oui, mais ça, on est d'accord, c'est bien qu'on est d'accord sur le fond, mais quel rapport avec le sujet? Je me rappelle d'ailleurs que Pauline m'avait posé la question. Quel rapport avec le sujet? Bonne question. Parce que c'est pas évident, justement. Alors, je vous le dis tout de suite. Il ne faut pas noyer le poisson. Il ne faut pas qu'on oublie après dans mes méandres ou mes détours. Le point commun entre ceux qui nient l'importance du sujet en philosophie, là, je ne plus en politique, le structuralisme, hein, vous savez, Lévi-Strauss, dans une interview, a dit, c'est quand même le père fondateur, puis je lui rends toujours hommage, une grande culture, surtout musicale, d'accord, très grande culture littéraire, philosophique. À l'époque, ça n'existait pas, la licence de sociaux, l'agrégation de sociaux. Il fallait être licencié en philosophie, on faisait après une spécialisation en sociaux. Vous voyez, c'est tous ces gens qui ont une culture, qui ont fait leurs humanités, comme on dit. Encore en Allemagne maintenant, les lycées où on fait du latin, c'est Humanistische Schule. School. Donc Lévi-Strauss disait, mon système c'est un kantisme sans sujet transcendantal. J'approuve, c'est Ricoeur qui avait sorti la formule, mais il dit j'approuve la formule de M. Ricoeur pour désigner mon système, c'est un kantisme sans sujet transcendantal. Le sujet, Althusser. Et je change complètement. Hein, voilà. Structuralisme de droite, disons conservateur, hein, Lévi-Strauss. Et puis alors, à la pointe du Parti communiste de l'époque, pour le malheur du PC d'ailleurs, et Althusser, qui a publié des bouquins pour découpler Marx de Hegel, c'était sur sa grande entreprise. Hein. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je passe par là pour rappeler qu'il a fait une autocritique, il s'est aperçu que, parce qu'à la fin de sa vie, dans ses confessions, il dit qu'il n'avait pas lu Hegel, hein, après qu'il ait étranglé sa femme. Donc, qui était une grande communiste, une grande résistante, qui devait lui dire de temps en temps dans les modernités, arrête tes conneries, Louis. À mon avis, hein, c'est une explication du drame familial, mais rentrons pas là-dedans.
C'est une hypothèse à Gluska, je rien de cacher. Et structure élémentaire de la parenté couillon. Althusser dit j'exagère dans Hommage à Jean Hippolyte à NRF. Il y a un peu une compile d'articles comme ça après la mort d'Hippolyte, et il y a Althusser qui fait un article qui dit j'exagère quand je dis que Marx doit rien à Hegel, j'avoue qu'il lui doit au bagatelle, hein, la notion de procès sans sujet. Vous voyez comment on retombe sur nos pattes. Ce que Althusser admire chez Hegel, c'est qu'il est arrivé à faire, c'est pas faux, la notion de procès sans sujet, sauf que il précise Althusser, parce que quand même, là, il fait son autocritique, donc il va un peu plus loin que d'habitude. Sinon, le procès lui-même chez Hegel, c'est le procès historique, par exemple, hein, l'Odyssée de l'esprit, de la préhistoire jusqu'à nos jours, qui est le sujet. Un procès sans sujet, il n'y a pas une providence qui est derrière, qui dit des choses comme ça, hein, tout peut échouer n'importe quand. Hein. C'est bien le sujet qui nous préoccupe, parce que la barbarie peut faire échouer l'histoire, croyez-moi. Et donc, procès sans sujet. L'autre, kantisme sans sujet transcendantal. Voilà, donc la notion de sujet a dérangé dans les 60s, et encore plus dans les 70s. Vous voyez ? Et vous commencez à comprendre pourquoi depuis la dernière fois, j'embraye là maintenant, hein, parce qu'on a vu que le sujet, c'est celui, allez, je résume, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, c'est celui qui répond à la question qui est-ce qui. On a commencé par donner la définition de nos instituteurs, de nos institutrices, et on a eu raison, parce qu'ils ne nous ont jamais trompés à ce niveau-là. Mais on a rappelé que le problème ne faisait que commencer. Vous avez raison de dire que le sujet, c'est ce qui répond à la question qui est-ce qui. Mais dans la langue, il y a souvent des quoi qui se font passer pour des qui. J'avais pris l'exemple du vent qui agite les arbres. Qui est-ce qui agite les arbres? Le vent. Or, le vent, c'est pas un qui, c'est un quoi. Donc les problèmes, vous voyez, je reprends à là où on s'était arrêté du point de vue strictement philosophique. Comment faire, là? Comment s'y retrouver? Puisque toujours, là, on croit avoir affaire à quelqu'un, mais ce n'est qu'un quelque chose. Je crois qu'il y a des nymphes derrière les sources, puis on me dit que c'est H2O depuis Galilée et Descartes, c'est embêtant. Un peu plus tard, H2O, enfin, l'inertie, la dédivinisation de la nature date de la fin de la Renaissance et du début du XVIIe siècle, n'est-ce pas? Pour arriver au principe d'inertie, comme on dit en physique. Donc, la désanimation, je fais exprès, je risque des barbarismes, hein, la dédivinisation, la défétichisation, appelez ça comme vous voulez. Le fait que, si on enlève l'homme, il n'y a plus que des quelque chose dans l'univers, hein, avec le statut intermédiaire, et que je ne tranche pas du vivant. Et en particulier, j'allais dire de nos frères animaux, je commence à être influencé par l'idéologie dominante. La dernière fois, j'ai déjà dit qu'il y en a qui appelleraient à voter pour les arbres bientôt. Hein. Bon, les arbres pensent mieux que nous d'ailleurs. Bon, voilà. Non, mais quand même, les vivants, et statistiquement, c'est remarquable. Au sens strictement statistique, c'est remarquable, parce que c'est exceptionnel dans tout l'univers que nous connaissons scientifiquement. Je rappelle que je l'ai évoqué la dernière fois, mais je m'y attarde un petit peu là. Je rappelle que l'équation naturelle égale bio égale vert, mais c'est de l'arnaque ça. Dans la nature, le vert et le bio, c'est hyper exceptionnel. Nous, on ne le connaît que dans notre petite banlieue terrestre. Je ne tranche pas, hein, il y a certainement de la vie ailleurs, statistiquement, ce serait... Mais enfin, pour l'instant, je veux dire, c'est plutôt l'exception que la règle. Statistiquement, voyez. Donc, un religieux comme Pascal, chrétien s'il en fut, mystique plutôt que religieux d'ailleurs, hérétique aux yeux de la Sainte Église apostolique, catholique et romaine, hein, c'est quand même un janséniste, hein. Pascal, quand même, qui était un immense savant, lui, et qui ne faisait pas l'impasse sur les ruptures que représentent les Galilée et Descartes, vous voyez, dans notre vision de l'univers qui nous entoure. Pascal disait, vous devinez la phrase que je vais citer, je t'en prie. Le silence de ces espaces infinis m'effraie. Répète-moi ça, c'est trop beau. Le silence de ces espaces infinis m'effraie. Tu as oublié l'épithète. Ah. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Vous voyez, c'est pas la relation écologique à la nature, c'est la relation scientifique.
Pascal, qui est un religieux, lui, il tombe pas. Voyez comment on fascise des masses et des masses de gens. C'est ça qui me fait peur. Encore une fois, on ne répétera jamais assez ça. Des gens qui disent, ouais, les juifs, les PD, les communistes, les francs-maçons, ça c'est à liquider. Ça vous en trouvez, vous besoin de chercher l'Allemagne nazie, vous en trouvez dans les bistrots de France et de Navarre à 2h du mat, vous êtes d'accord. Et il y a des braves gens autour, il y a vous et moi, oui c'est ça Arthur, allez, va te coucher. C'est pas grave quand c'est un mec qui est marginal, vous voyez, statistiquement je parle, je ne me permettrai pas de faire un jugement de valeur. Quand il y a 75% des Allemands qui votent tout d'un coup pour eux, c'est qu'il y a autre chose. Ne vous laissez pas avoir par l'accusation de populisme, que le fascisme c'est bon pour des pauvres mal renseignés, mal éduqués, mal instruits. M. Heidegger était très instruit. C'est lui qui a dit « Nous avons un devoir d'éros à l'égard du Führer ». C'est une de ses meilleures quand même celle-là, hein. Si le cœur vous en dit. Hein. Faire des partous avec le Führer. Bon, bref. Et puis quand il a dit que la création des Panzerdivisionen n'était la plus grande invention de la métaphysique occidentale. Bon, mais il n'empêche que tout Paris discute pour dire que mais non, mais c'est pas un nazi, vous comprenez pas sa pensée, c'est profond, c'est compliqué. Je vous laisse jouer. Renseignez-vous. S'il n'y avait pas des Heidegger qui donnent des feux verts, qui donnent des garanties, vous voyez, de culture, d'intellectuel, d'honorabilité, on passe de Arthur allez va te coucher à tout d'un coup des masses énormes de population. C'est pour ça que je fais ce développement. Donc oui, le sujet, comment distinguer le sujet quoi du sujet qui? Je rappelle que quand j'ai pris mon exemple du vent qui agite les arbres, puisque je suis dans la météo, je rappelle que des expressions dans la langue comme il pleut, il neige, vous vous rappelez, qu'on appelle des modes impersonnels en grammaire, étaient autrefois personnels. Il y a une grande sédimentation temporelle dans la langue. C'est-à-dire qu'autrefois, si on met un pronom personnel pour quelque chose qui n'a rien à voir, dont la cause n'a rien à voir avec des personnes, différence de température, de pression, de demander à Erwan. Et à d'autres, il y a plein d'excellents physiciens ici. Si on met un pronom personnel à la place de ces choses et de ces quelque chose, c'est parce que à une époque, on croyait qu'il y avait des divinités qui faisaient pleuvoir, qui faisaient vanter Éole. Voilà, la tempête c'était Poséidon et ainsi de suite, vous voyez. Moi je l'ai vu actualiser ça en Afrique subsaharienne encore, hein, où c'est, je vous l'avais dit, c'est Dongo, je n'ai fait que le nommer, le Dongo, le dieu des orages en pays sans rail et Djerma, subdésertique. Donc, si vous lisez Tintin, il n'y a pas Chakamak aussi, le dieu du soleil, dans le temple du soleil. C'était les personnes, tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais faire intervenir un concept nouveau. À partir de là, j'étais obligé de faire ces rappels avant de l'amener. Ça se brouille entre sujet et objet. On en était là, non? Entre quelqu'un, un sujet, et quelque chose, un objet. Et voilà que je fais intervenir un troisième terme qui va nous aider. Ce n'est pas pour vous embrouiller, au contraire, c'est pour y voir plus clair. Je vais parler de ces objets qu'on prend pour des sujets. Ça s'appelle l'aliénation, soit en passant, hein, c'est une aliénation. Le sujet, ce qui est propre à lui, ça va être un quelqu'un qui poursuit des fins, ce qui n'est pas le cas de ça, oui, ça poursuit aucun but. Oui, c'est la chute, c'est tout. Hein. Il y a un terme pour ça, c'est substantiel. Voilà ce que je vais intervenir aujourd'hui. Une relation substantielle. Alors, je précise que c'est particulièrement chez Hegel que ça a cette acception. D'accord ? C'est pas tout à fait la substance, c'est le substantiel. Hein, même si des fois, il prend l'un pour l'autre. La relation substantielle au monde, c'est la relation au monde comme étant personnalisée, divinisée, etc. Tout ce qu'on a vu jusque-là. Hein, mais attribuée et imputée à des choses qui sont gouvernées par l'inertie. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire, enfin, en termes de pensée, je vous fais confiance pour faire le lien,
entre cette définition de substantiel que je viens de donner et l'ordre symbolique si important, parce qu'on a fait des développements sur Freud et sur Lacan. On va être amené à faire encore hors atelier. L'ordre symbolique, c'est ça le symbolique. C'est un objet qui se fait passer pour un sujet. Vous voyez, dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est une œuvre qui a eu une importance énorme en histoire littéraire, parce qu'on dit qu'elle inaugure la modernité poétique, littéraire, etc. Vous voyez Rimbaud, hein, Baudelaire, premier des poètes, premier des voyants, roi des poètes, un vrai dieu, etc. Ah, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter la suite, mais la forme, si vantée chez lui, est mesquine. Il a vécu dans un milieu trop artiste. Baudelaire, dans son sonnet, qui est pratiquement le manifeste de cette nouvelle esthétique, les correspondances, les fameuses correspondances. Oui, on a pas loin des symboles déjà. Hein. Première strophe dit ceci: la nature est un temple, déjà, oui, la sacralisation. Hein. La nature est un temple où, accent grave, de vivants piliers, deuxième aliénation, laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de... Merci, de symboles, bravo. Qui l'observe, attention, et l'apostrophe. Hein. Qui observe, c'est les symboles qu'observe l'homme, c'est assez inquiétant. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Les symboles regardent l'homme avec des regards familiers. Ça veut dire que l'homme, lui, il est ébahi par les symboles, c'est des énigmes pour lui. Ceux qui ont découvert l'Égypte antique, ils voient la sphinx. Le sphinx, c'est la figure de l'énigme. Être un sphinx, c'est poser des énigmes, non? Donc pour l'homme, les symboles, c'est une énigme. Mais pour les symboles, l'homme est familier. C'est extraordinaire. Fort Baudelaire, là. Hein. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. C'est ce rapport à l'être symbolique qui donne des merveilles en esthétique, en poésie, en ce que vous voulez. D'accord? On n'est pas en physique. Et encore moins en politique. Mais si on n'en tient pas compte, si on ne tient pas compte de l'ordre symbolique, alors on est condamné à tout interpréter comme les sciences cognitives par le mécanisme universel. Voilà pourquoi mon sujet, ce n'est pas le sujet cette année. C'est la logique du sujet. J'essaie de justifier là, une formulation que j'essaie de pousser à la précision, malgré toutes les éternelles ambiguïtés de la langue dite naturelle, n'est-ce pas, de la langue que nous employons tous. Donc, pourquoi j'insiste sur la logique du sujet? Pour proposer, si à la fin de notre cycle de causerie et d'entretien sur la logique du sujet, on pouvait avoir progressé jusqu'à ce résultat que je voudrais anticiper là maintenant, selon lequel, en faisant intervenir la notion de sujet, et c'est pour ça que j'y tiens face à la reconstitution du nazisme, voilà le rapport, la notion de sujet peut nous permettre de créer une scientificité distincte de celle qui est à l'œuvre dans les sciences dites aujourd'hui dures, sciences de la nature, sciences exactes, ça dépend des époques et des périodes et des lieux. Physique, chimie, biologie, etc., pour lesquels j'ai le plus grand respect, comme vous savez. Je ne parle pas des mathématiques, sans lesquelles rien de ces disciplines ne serait possible. Donc, autant de rigueur, mais pas la même. Donc, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là dans les années précédentes. La grande différence, c'est que dans les sciences dites dures, le couple décisif, c'est celui de... Excuse-moi, je fais une interrogation orale. Cause-effet, ah ça fait plaisir, bon sang, qu'on ne pisse pas dans une contrebasse, pardon, expression de jazzeux. Alors que dans les sciences humaines, il devrait y avoir le couple sens, signe, bravo, signe, sens. Et là, on n'est pas loin du symbole, comme vous voyez, avec le signe. Il y a des nuances à faire entre signe et symbole, hein, parce que le signe est souvent conventionnel. On va faire un pas de plus, encore un deuxième pas de plus aujourd'hui, vous allez voir. Alors que le symbole est un peu plus ambivalent. Le signe, bon, vous voyez, quand vous apprenez le code de la route, c'est clair, c'est conscient, là, puis vous avez un peu intérêt à ne pas vous tromper dans la formulation, sinon il faut repasser le code, vous savez ce que c'est, hein, c'est vraiment dans la tête. Hein. Voilà. Moi, je l'ai raté la première fois, à cause d'un lapsus de langue, parce que le panneau interdit de tourner à droite, un des plus faciles, hein. J'ai dit interdit de tourner à gauche. D'accord, il m'a repris.
Je dis oui, mais vous voyez bien que ça plus quoi. Ouais, on dit ça, puis on se retrouve à l'hôpital. Bon. Voilà. Ça, c'est le signe. Ce qui est commun à tous les signes, quels qu'ils soient, c'est que le lien entre le signifiant et le signifié n'est pas naturel. N'est pas d'ordre causal, donc. Lorsque c'est le cas, lorsqu'il est naturel et causal, on emploie le terme de signal. C'est un petit rappel que je fais au passage qui permet d'y voir clair. La fumée signale le feu. Aux animaux dans la brousse. La fumée signale le feu, il étale. Voilà, ça c'est pas l'homme qui a décidé, c'est pas une convention qui fait qu'il y a un lien entre la fumée et le feu. C'est une loi, n'est-ce pas ? Et en plus, il y a consécution à chaque fois, dans l'empirie, dans l'expérience sensible, dans l'ici et le maintenant, il y a consécution du feu et de la fumée. Alors que quand je vous dis fumée, ça n'a rien à voir pour l'oreille avec smoke. Là, on est tombé dans le signe. Vous voyez ? On s'est élevé au signe. Je dis tombé, je ne sais pas pourquoi. Revenons vers le haut. On s'est élevé au signe. C'est-à-dire, vous me direz pourquoi élevé ? Pourquoi je demande valeur ? Si, il y a une libération énorme. C'est qu'on n'est plus lié à l'ici ou au maintenant. Il n'y a rien dans l'ici et le maintenant qui oblige à dire smoke plutôt que fumer. C'est entre hommes que ça se passe, ça. C'est la langue. Vous voyez ? Ça, c'est le signe. Donc, le signal est naturel. On va prendre les oppositions classiques. Le signe est conventionnel. Ça va comme ça. Là, vraiment, on suit. Le symbole, c'est un peu plus compliqué. Et pour le faire comprendre, je vais revenir à la convention, au conventionnel. Ceux qui travaillent dans des boîtes savent ce que c'est qu'une convention. Vous bénéficiez de la convention cadre, mon ami ? Oui. Hein ? Demandez à Friot. Je connais bien ces histoires-là. La convention. C'est important. Donc, de la convention, il n'y a pas loin jusqu'au, quel est le terme le plus fort ? Oui, merci, le contrat. Mais tu es professionnel, hein ? Là, ça m'intimide, j'ai l'accent africain, c'est comme ça. Oui, le contrat, dans lequel vous retrouvez toujours, comme dans convention, le même préfixe de cum, qui veut dire en latin avec, ce qui suppose une relation entre sujets. Hein, je rappelle au passage. Là, on est pour l'instant dans la convention, dans le contrat. Eh bien, entre le naturel et le conventionnel, je vous demande d'imaginer un moyen terme. Vous vous rappelez qu'entre le cru et le cuit, il y a le... Oui, le pourri, le fermenté, c'est-à-dire le meilleur. Roquefort, t'aimes pas ? Ben alors, tu exagères aussi. Je tombe sur quelqu'un qui n'aime pas le Roquefort. On n'a pas idée. Oui. Et s'il n'y a pas les petites alvéoles vertes, c'est du pourri. Du moisi, non ? Et la bibine, si elle n'était pas fermentée, ce serait du jus de raisin. C'est pas mal non plus. C'est pas pareil. Je ne joue pas au poker avec des allumettes. Une marinade de sanglier, si vous allez encore, c'est bon. Une marinade, oui, c'est cuit chimiquement. Il y a un peu de vinaigre, il y a des choses, il y a des aromates. Le poisson à la tahitienne, c'est avec du citron pendant toute une nuit. Là. C'est bon. Vous connaissez ? Les gourmands, hein ? Ça va, Roman ? On m'a demandé le chéquier à la réception, hein, monsieur le trésorier. Donc, il y a un intermédiaire entre le cru et le cuit. Vous voyez que je rends hommage à Lévi-Strauss après l'avoir attaqué quand même. J'essaie d'être équitable. C'est une grande trouvaille qu'il a là. Et bien tout ce qui est profond dans l'ordre humain est dans ce milieu. Si on sépare totalement le naturel et le conventionnel, on tombe dans l'idéalisme. Ça vient d'où, quoi ? Le conventionnel, le contrat, ça tombe du ciel, de Dieu. Ben, c'est ce qu'on nous dit dans les livres sacrés. Hein. Vous montez sur le Sinaï et là, on vous donne la loi. Vous êtes d'accord ? Dans la nature, sur le rapport de force chez les hommes, tu ne tueras point, tu ceci, oui, mais ça suppose Dieu. Pas bon pour la démonstration, ça, il manque. Alors que là, le poisson à la tahitienne ne peut pas dire vraiment que c'est cru. C'est cuit chimiquement, sans flamme. Vous voyez ? C'est intéressant. Alors, où je veux en venir ? Allez, vous allez me trouver dans la langue, il y a un mot. Dans toutes les langues, mais en français aussi. Un mot qui n'est ni contrat, ni naturel, entre les deux. Plus obscur que le contrat, et quand même qui suppose des sujets. Le pape. Bravo.
Et les pactes, vous voyez, c'est un peu plus sombre. Les pactes. On a fait un pacte. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop en parler. Hein. C'est pas pareil que le contrat, la convention, on peut consulter, c'est le journal officiel. Pacte. On dit toujours le pacte, il y a des clauses secrètes, mais tous les pactes sont secrets. Or, le langage que nous parlons tous les jours ressort beaucoup plus du pacte que de la convention. Vous n'avez pas appris à parler comme vous avez appris le code de la route. Soyons clairs, c'est là où je vais en arriver. Les parents ne vous ont jamais dit « voilà le signifiant, voilà le signifié ». Ça, c'est le code de la route. J'avais un père sympa, parce qu'une fois, j'ai dit « c'est quoi le communisme ?» J'avais... Vous voyez, on en parlait tout le temps, c'était la guerre d'Indochine. Vous voyez, le communisme vont nous chasser de notre paradis terrestre. Moi, je suis né là-bas. Hein. S'il n'y avait pas eu ces salopards de communistes, j'y serais encore. Enfin, je leur dois d'avoir connu l'Afrique noire. Oui, c'est reconverti, mon père. Donc, il m'a répondu, c'est assez honnête, hein, mais ça veut dire tout en commun. Il est bien, il se réfugie dans l'étymologie, c'est bien. Hein. Ah, puis j'ai dit, c'est vachement bien alors. Alors il me dit, oui, oh oui, mais ça suppose des contrôles, une bureaucratie. Bon, voilà, oui. Dans la langue, c'est pas clair. C'est mignon comme exemple. Voilà. On n'a jamais appris, nous parlons sans permis. Ce qui nécessite le surgissement tôt ou tard d'un Socrate ici, d'un Descartes là-bas, d'un Kant, nous parlons sans permis. Jusqu'à ce que le poète ou le philosophe vienne essayer de trouver un sens, de donner un sens plus pur aux mots de la tribu, hein, pour citer Mallarmé. Voilà ce que je rappelle. Vous voyez que tout se tient, quand même. Je sais qu'il y en a qui sont fatigués de mes rappels, mais il y en a qui sont importants. C'est que le philosophe a toujours ce compagnonnage. Vous voyez, il est flanqué à gauche du mathématicien, ou à droite, comme vous voulez. Il suffit de se retourner, c'est pareil. Et à droite, du poète. C'est ça le philosophe. Il veut la rigueur du mathématicien. C'est pour ça que je vous disais, il faudrait qu'on arrive à une logique du sujet. Pas une intuition, pas un feeling du sujet. C'est important tout ça, mais enfin, je veux dire, aller au-delà, surmonter l'intuition dans le concept. Et en même temps, tenir compte du fait que nous parlons le langage naturel dans lequel tout est à faire. Tout est à élucider, parce que rien n'est entièrement explicité dans le langage naturel. C'est ça que je veux faire comprendre. S'il a surgi, et j'y reviens, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi j'ai consacré tant de temps à Lacan. Excuse-moi de te regarder. À Lacan. C'est vrai, je me suis permis à ceux qui s'étonnaient un peu que je développe du Lacan, alors, tout en me réclamant de Gluskar, qui est un farouche adversaire, comme vous le savez, de la lacanitude, plus que de Lacan d'ailleurs. N'est-ce pas, du snobisme à l'époque. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'était. Lacan, c'était le prince de Paris, du Paris culturel, hein, du Paris intellectuel. Une jeune fille qui fait des études et qui n'était pas allée au séminaire de Lacan, elle n'était pas épousable. J'exagère à peine. Et un mec qui n'était pas allé, il ne pouvait pas être prétendant non plus. A Great Pretender. Et c'est vrai que Lacan, le personnage lui-même, est un conservateur qui ne s'est jamais caché de l'être. Il a au moins cette honnêteté. Il ne se fait pas passer pour à gauche du PC, lui. Hein. Comme ceux qui maintenant sont à droite de De Gaulle, vous savez. Les ex-Jospin et l'autre. C'est vrai que Freud est un conservateur de l'Autriche de la Vienne bourgeoise, plutôt conservateur comme valeur au pluriel. Hein. Ça ne veut pas dire mon beauf, hein, ne confondez jamais. Des gens cultivés, enfin, je vous ai dit, la droite a travaillé dans les 30 dernières années, ne confondez jamais. Je vous conseille un ouvrage, je ne sais pas si j'ai pensé à l'apporter, qui s'appelle La révolution culturelle nazie. Vous qui c'est ? C'est un historien qui s'appelle Chapoutot. C'est pas un marxiste, c'est pas quelqu'un de mon bord, mais c'est peut-être des 10 personnes les mieux renseignées au monde sur événementiellement, au niveau archive, ce qui s'est passé au moment du Troisième Reich. Tu me connais, hein, Catherine, hein, c'est même à toi que j'ai emprunté le livre. Je n'ai vu que ça, ce qu'il en dit
sur YouTube. Il passe son temps à insister là-dessus. Il dit surtout oublier la phrase qu'on impute à Goebbels et qui est apocryphe, c'est quand j'entends le mot culture, je sors mon pistolet. Ils ont fait un énorme travail culturel, les nazis. Ils ont tout refondu. Ils ont fait une histoire, une nouvelle histoire. Les Grecs, ils récupèrent tous les Grecs. Platon, bien sûr. Pourquoi? Parce que les Grecs sont des Germains. Ça, vous ne saviez pas. Non, mais écoutez, c'est dans les documents, ça. Oui, les Scandinaves sont descendus, parce que là, on se les gèle là-haut. Hein. Caricature à peine, mais ils sont descendus, etc. Ils ont donné cette exception géographique et historique, ce miracle, parce que c'était des Germains. Ça, c'était des races. Ils montrent d'abord que la notion de race, qu'est-ce qu'il y a de commun à la logique du sujet et au retour du nazisme, je le répète pour pas qu'on l'oublie, le naturalisme. Hein. Je veux être clair avant que de perdre dans les détails. Pas la nature n'a rien de politique. Le naturalisme. La tendance à imputer à la nature ce qui ressort en fait d'autre chose que de la nature. De la culture, de l'histoire, de l'artifice, de l'outil, de la praxis. Voilà. J'aurai d'autres occasions de vous le préciser, j'espère. Donc, la nature, c'est la valeur suprême de la culture nazie, sur laquelle ils fondent toutes ces nouvelles disciplines. La nouvelle biologie, la nouvelle histoire, la nouvelle sociologie, le nouveau droit, Schmitt. Vous voyez ? Alors Schmitt, pareil. Et avec, bien sûr, la notion de race, qui est décisive. Vous me direz, je ne vous apprends rien. Faites attention, parce que, vous savez, il y a, comment il dit, Macron ? Il y a les progressistes comme moi, comme lui, Macron. Et puis, il y a vous, les populistes, les régressifs, les beaufs, quoi. Parce que, vous savez, quand on critique l'Europe et qu'on dit que l'État-nation, c'est quand même un recours qu'on n'a plus avec ce super État-nation que l'Europe. Je profite pour dire au passage que lorsqu'il y avait les guerres de Yougoslavie, n'est-ce pas, ceux qui étaient pour bombarder la Serbie, et ça a été un carnage, pensez à ce train, bref, renseignez-vous, ça n'a pas été une partie de plaisir pour les populations civiles en plus. Disaient, mais enfin, vous défendez l'État-nation, enfin, ils ont le droit, les Croates, le machin, les Corses, les Bretons, qu'est-ce que j'ai pas dit. Bon. Résultat, on a créé 7 États-nations nouveaux. C'est intéressant, hein. Ceux qui se prétendaient contre l'État-nation, ils ont créé 7 États-nations, là où il n'y en avait qu'un, Yougoslavie. Voilà, je reprends la petite parenthèse. On ne dit jamais ça, c'est pourtant simple. Donc, je reviens, pourquoi j'en parle ? Parce que Hitler dit à un moment donné, comment il s'appelle l'ingénieur Speer, celui qui était chargé des bâtiments, de la logistique du Reich, là, dit à Albert Speer, qui le dit dans ses mémoires, pour moi, la nation, bon, c'est important, la nation allemande et tout, mais c'est pas l'essentiel, c'est la race, vous voyez ? La nation, on peut annexer le Danemark, l'Ukraine, la Russie, on s'en fout, ce qui compte, c'est la race. Il était prévu qu'on liquide tous ces sous-hommes, les Slaves là, qui habitent dans ces régions-là, qui sont des inutiles, ou qu'on ne garde que ceux qui sont capables de travailler, en esclavage, et on les peuple. Vous savez qu'il y avait des trains entiers prévus avec des écoles qui apprenaient aux Allemands comment vivre en Ukraine, comment parler avec les gens. Mais c'était comme ça, c'était programmé. Ils étaient partis pour le fameux Reich de 1000 ans. C'est Göring qui avait dit, on en a pour 1000 ans. Ils sont travaillés. Il y a une culture. Et dans cette culture, ça fait drôle à dire, ce qui est au centre de la culture, c'est la nature. Vous voyez ? Ouh là là, mais je rigole plus, parce qu'actuellement, il y a des idéologies dominantes qui disent, mais c'est démodé, la séparation nature-culture. Vous n'entendez pas ça ? Par-ci, par-là ? Par des philosophes qui se disent d'avant-garde ? Oui ou non ? Je ne parle jamais au hasard. Le point commun, j'insiste, entre la réflexion sur le sujet, qu'est-ce qui fait que quelque chose est sujet, et la problématique essentiellement philosophique, et la problématique politique de la reconstitution sous nos yeux, sous vos yeux surtout, du nazisme, le lien c'est le naturalisme.
on n'a pas évoqué les sciences cognitives tout à l'heure, je pense à un Karl Popper qui a une énorme influence dans les pays anglo-saxons, oui, qui a inventé cette trouvaille extraordinaire qui est la falsi... J'ai envie de dire falsifie. Falsifiable, la falsifiabilité. C'est à la falsifiabilité d'une théorie qu'on mesure sa valeur scientifique, n'est-ce pas? C'est entendu, il y a des choses on ne peut pas démontrer que c'est faux, comme les jeux. Donc, t'es venu trop tard, Jean, je t'ai rendu hommage. Et donc, ce Popper-là, pour lui, il n'y a rien. La seule chose scientifique, son modèle, ce sont précisément les sciences dures que j'évoquais tout à l'heure, contre lesquelles vous me verrez jamais, vous m'entendrez jamais dire un mot contre ces sciences-là. Je suis contre leur extension à un domaine où règne une autre législation. Je rappelle ici qu'il y a 2 ans, j'avais lu un extrait d'un texte difficile. Non, il n'y en a pas que chez Hegel. C'est l'introduction à la critique du jugement, le testament pratiquement de Kant, hein, le dernier gros ouvrage, parce qu'il a fait des opuscules un peu après, de Kant, la critique de la faculté de juger ou du jugement, ça dépend des traductions. Le passage le plus important où Kant fait tout le bilan de toute son œuvre critique, de la raison pure, l'œuvre théorique, lui se mesure avec Newton surtout et Hume, de la raison pratique, là c'est la morale. Première, c'est que puis savoir, seconde, que dois-je faire, tout ça, pour se les rappels, je vais vite. Et résultat qui fait qu'il fallait une 3e critique, c'est que ce qui n'était pas satisfaisant, c'est que entre le domaine où la science est indubitable, la physique par exemple, et la question que dois-je faire, eh ben, l'une n'aide pas l'autre, quoi. C'est ça la grande conclusion de Kant jusqu'à la critique du jugement. Tout ce que je peux savoir en mathématiques, en physique, ne me sert de rien pour savoir ce qui est d'ordre strictement moral, humain, etc. On parlait tout à l'heure de savoir si on doit achever nos proches quand ils sont malades, quand ils ont une maladie inguérissable, ou si on doit les laisser vivre, comme à mon avis, dans 500 ans, on en discute encore. Hein. Et c'est pas une question qui dépend, là, c'est pas le médecin. D'ailleurs, le médecin appelle la famille dans ces cas-là. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas de son ressort, il a raison. Pas lui de décider, ce serait grave. Donc, on a été là quand il y a ce qui est démontrable, scientifique, etc. Mais ça, voilà. Science qui nous rend maître et possesseur de la nature, dans la lignée de Descartes. Et puis, il y a le domaine des valeurs. Vous savez que j'aime pas trop ce mot-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai indiqué une fois. Parce que nous avons des dirigeants politiques, je ne dis pas nous seulement en France, hein, pas de l'Occident, ou quand ils disent c'est pas conforme à nos valeurs, ou là là, nos valeurs c'est les bombardements. Alors, quand ils commencent à parler de valeurs, il y a un peuple qui va douiller. Hein. Donc j'aime pas trop ce mot. Enfin, disons, on peut prendre des mots un peu plus nobles, tout ce qui est axiologique. Il y a un axe, il y a une direction qui est privilégiée, un axe dans toutes les directions de l'espace, une fin. Voilà. Bon, je préfère le terme de Kant, philosophie pratique. Voilà. Celle où il ne s'agit plus de savoir ce qui est, mais de changer, d'agir. C'est pas seulement de savoir. Donc, ce n'était pas satisfaisant, parce qu'il dit qu'il y a un infranchissable abîme entre les deux. Et puis, tout d'un coup, il se dit, et si il y a peut-être une frêle passerelle qu'on pourrait jeter entre les deux. Et cette passerelle, c'est l'objet. L'édification de cette passerelle, c'est l'objet de ce chef-d'œuvre qu'est la critique du jugement. La critique de la faculté de juger, dont je sors de nouveau cet extrait de l'introduction, qui est longue, qu'elle fait tous ses rappels, où il dit l'ensemble de notre faculté de connaître peut se diviser en 2 si l'on appréhende leur manière de légiférer. Il y a 2 manières de légiférer au sens des lois. Loi de la chute des corps, loi la chaleur dilate les corps, c'est une loi. Il y a la législation par nature, je viens d'en donner 2 exemples. Et il y a la législation par liberté. Je dois manger parce que pour vivre, c'est législation par nature. Mais au lieu de manger, je dis, mais savez-vous d'abord, madame, je vous en prie, alors que je crève la dalle. Mais je ne veux pas montrer que je suis un gougnafier.
Donc là, c'est la législation par liberté. Ça veut dire que je pourrais, hein, si j'étais un animal, je ne vais pas me gêner. Hein. Mais parce que la relation à l'autre me semble ici avoir priorité sur la relation à la chose. Voilà, pas trop longtemps. Il y a eu des scènes de cannibalisme, vous avez appris ça. Vous savez, dans les Andes, l'avion qui était tombé là, c'était... Vous avez entendu parler de ça là? Ils sont restés sans secours dans la neige à des milliers de mètres d'altitude. Comme ça, tu te rappelles, Jean, hein, c'est notre génération ça. Hein. Heureusement qu'on n'était pas dans l'avion, hein, on nous aurait mangé. Hein. Avec moi, ils n'auraient pas été gâtés. Hein. Et il faut des cas extrêmes pour que ce soit vraiment le rapport à la chose qui soit décisif. C'est intéressant ce que je suis en train de dire. Pour le rapport entre le besoin et le désir. Et il y a un très beau texte de Saint-Exupéry, je le cite presque jamais, parce qu'il a dit trop de bien de Pétain, enfin, passons. Mais il y a des choses magnifiques. Donc, dans Pilote de guerre, qui est un livre admirable, Pilote de guerre ou vol de nuit, excusez-moi. Dans Vol de nuit, il parle d'une expérience où il est tombé en panne dans le désert, hein, avec son petit avion. Et jamais il s'est passé si près de la mort, et l'une des morts les plus atroces qui soit, que je ne vous souhaite pas, c'est la mort de soif. Autant la mort de froid est paradisiaque, autant la mort de... Oui, si. Le froid, c'est pénible, mais la mort de froid, et oui, c'est parce que, vous savez, quand vous avez les cheveux comme ça, gelés, mon beau-père allemand, mon beau-père allemand disait qu'il pouvait se casser la moustache comme ça sur le front russe, là, le matin. Plus comme du verre. C'est que ça insensibilise. Vous n'avez plus froid, vous ne sentez plus rien. C'est le coma qui commence. Hein. Ça, c'est... Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Par contre, la mort de soif, c'est terrible. Vous savez qu'on a trouvé, je ne veux pas être voyeur, mais on a trouvé des voitures où on voit que les victimes avaient de la soif, avaient ouvert le radiateur pour boire l'eau du radiateur. Vous voyez, quand on a... Bref. Donc, il est tout près de passer à la mort de soif. Et il tombe dans les pommes, et quand il se réveille, il est dans les bras d'un Touareg, qui est en train d'humecter ses lèvres. Avec de l'eau, bien sûr. Et il dit, pour la première fois de ma vie, je ressentais le besoin de boire. Jusque-là, j'avais eu désir. Vous voyez, quand vous avez soif, vous avez une représentation qui suppose de la culture, je ne sais pas, un coca embué, je ne sais pas, un mojito, je n'en sais rien, n'importe où les goûts. C'est pas de agua fresca, comme on dit encore, c'est de l'eau fraîche simplement, hein, de l'eau de source, c'est très bien. Non, on a des représentations. Tandis que là, c'était plus de l'ordre du désir accompagné de représentations, c'était le besoin d'eau. Oui, pardon. Le besoin d'eau, voilà. Mais il faut vraiment des situations extrêmes pour que ce soit la nature qui nous détermine entièrement, je veux dire, qui emporte la décision. Voilà. C'est pour ça que je faisais ce rappel-là. Donc, résumons-nous. Le sujet, c'est ce qui s'oppose à tous les objets. Vous vous rappelez mon projecteur, le projet. Il éclaire tout sauf lui-même, sauf s'il a un miroir devant. Mais si on en reste là, ça risque d'être abstrait. Parce qu'un sujet qui ne se définit que négativement, je suis tout ce que... Je ne suis aucun objet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du corps, par exemple? Parce qu'on va dire, ben c'est clair, le sujet, c'est le moi, c'est quelqu'un. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est un soi, quoi. N'est-ce pas? Là, je vous lis un extrait de Les principes de la philosophie du droit de Hegel, tenez, pour montrer où peut conduire cette vision un peu abstraite du moi. Sans doute l'aspect de la volonté défini ici, cette possibilité absolue de m'abstraire de toute détermination où je me trouve, ou bien où je me suis placé, vous voyez, il est rigoureux. Cette fuite devant tout contenu, je parlais d'objet, hein, devant tout contenu, comme devant une restriction, et quand on fait le jeûne à Pâques, hein, le carême, pardon, le ramadan, le jeûne hindouiste, yoga, peuvent jeûner une période très longue. C'est une manière de prendre une distance, pas, avec la détermination naturelle de montrer. C'est un bon réflexe, point de vue strictement anthropologique. Pas. Parce que sinon,
je répète, cette fuite devant tout contenu, la fin par exemple, comme devant une restriction, sans doute c'est ce à quoi la volonté se détermine, sous-entendu au premier abord. C'est ce que la représentation, chez Hegel, ça veut dire toujours le sens commun peu instruit, c'est ce que la représentation, la Vorstellung, pose pour soi comme liberté, et ce n'est ainsi que, écoutez bien, la liberté négative, ou liberté de l'entendement, ce n'est pas la liberté de la raison. C'est les grandes distinctions kantiennes. C'est la liberté de l'entendement. L'entendement, c'est ce qui nous fait dire si A égale B, B égale A. Ce qui est indubitable. Mais ce n'est pas la raison, ça. Ça ne s'applique pas aux valeurs, ça, aux fins. Vous voyez ? Donc, quand je dis une logique du sujet, vous devinez que j'appelle de mes voeux ensemble, que nous essayons de l'entrevoir, une logique non pas seulement intellectuelle, je traduis littéralement intellectus, l'entendement, mais une logique rationnelle, ratio, la raison. Je fais des rappels importants pour... je ne fais pas souvent l'histoire de la philosophie, les auteurs, mais quand même, vous voyez, quelqu'un comme Kant a humilié la raison tout au long de son ouvrage, peut-être sans doute le plus connu, La critique de la raison pure. Il a humilié la raison en montrant qu'elle ne fait qu'enfanter des fantasmes, des chimères, qu'elle veut absolument faire de la métaphysique. Je caricature un peu, Victor. Je caricature un peu, mais ce qui est à l'œuvre, pendant ce temps, dans les sciences, c'est l'entendement. Il ne faut pas que la raison pousse l'entendement à en savoir plus que ce qu'il ne peut savoir, avec sa collaboration avec l'expérience, je résume l'essentiel du kantisme. Et voilà. Mais la raison que Kant humilie dans le domaine cognitif, il la réhabilite dans le domaine moral, parce que c'était ça. Elle n'aurait jamais dû sortir de son domaine, qui est de répondre à la question « que dois-je faire ?» et non pas la question « que puis-je savoir ?» Vous voyez ? Donc quand je parle d'une logique rationnelle, je prends ratio, raison en latin, dans ce sens-là, dans le sens de ce que Kant appelle faculté des fins. C'est le mot fin ici qui m'intéresse. Le mot faculté, on peut laisser de côté. C'est un peu le point faible de Kant. Je veux dire, comment ça se fait qu'on a l'entendement, la raison ? Ah ben parce que notre raison est ainsi faite que c'est on a la faculté de... Il y a Nietzsche qui a un joli passage à ce niveau-là, vous savez. Quand il critique la notion de faculté chez Kant, il dit que ça rappelle un peu Molière. Molière s'était moqué des médecins de son temps, il avait raison. Ceux d'aujourd'hui, il faut respecter, mais son temps, c'est un peu des charlatans. Il vous faisait 14 saignées quand vous aviez une hémorragie. Bon. Lorsqu'on leur demandait pourquoi l'opium fait dormir, qu'est-ce qu'ils répondent ? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'ils répondent ? Les vertus dormitives. Tu connais bien, c'est bien, oui. Parce qu'il y a... Non. Tu réponds en français. Eux, c'est des... Comme c'est des ignares, il faut que le plein du mot remplace le vide de la chose. Donc ils répondent en latin. Quo est in eo virtus dormitiva. Parce qu'il y a en lui, dans l'opium, une vertu dormitive. On pourrait s'épargner toutes les subtilités de la mécanique rationnelle, comme on appelle ça en physique, en disant pourquoi la voiture se déplace. Parce qu'il y en a une faculté motrice. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la fait bouger. Ça s'appelle comment ça en logique ? Tautologie. Bien, une tautologie. Pourquoi la voiture bouge ? Par quelque chose qui la fait bouger. Ah ben oui. On a reposé la question d'une manière différente. Vous voyez ? Donc, je me méfie un peu des facultés. Je referme cette petite parenthèse qui rappelle quand même, si je me suis permis de la faire, parce qu'il y a des tas de choses à dire sur Kant, c'est parce qu'on voit ici la limite de Kant. Sa limite, c'est l'histoire. Kant, c'est quelqu'un qui ne veut rien savoir des genèses, de d'où ça provient, comment ça a été engendré. Notre raison est ainsi faite qu'elle n'allait pas chercher à savoir. Après, il tire très rigoureusement les conclusions. Mais quant à la genèse, il ne veut rien savoir. Vous savez, c'est la petite boutade de Guiscard que j'aime bien citer. Kant, il a tout vu, mais il a tiré le rideau. Voilà. Il a tout vu, toi, mais il a tiré le rideau aussitôt. C'est bizarre, hein ? Voilà. Mais enfin, il a bien vu quand même que là où la raison avait sa raison d'être, c'est dans la faculté des fins. Sauf que, il nous renvoie à l'inconnaissable, à la chose en soi. Vous voyez ? Alors que moi, j'essaye avec vous de transgresser cet interdit kantien. Je vais revenir à son introduction. Je n'ai pas dit l'essentiel. De dire c'est inconnaissable, la liberté, tout ça.
Moi, je voudrais au contraire qu'on fasse une logique du sujet. Oui. Alors, je reviens à ces grandes distinctions de l'intervention critique du jugement. Il y a la législation par nature et la législation par liberté. Très bien. Ces deux domaines, j'emploie son vocabulaire qui est extrêmement précis à Kant. C'est l'époque, vous savez, où Bougainville, Cook découvrait les mers du Sud, l'Australie, la terre du Sud, l'Australie. Et donc, beaucoup de métaphores géographiques chez Kant. Domaine. Il dit, les deux n'ont rien à voir, elles sont même opposées. Je l'avais illustré avec mon hélicoptère. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Prenez un hélicoptère, vous le tenez dans la main, c'est bon, montez dedans. Survolez l'Amazonie. Tout ce qu'on voit là, les cimes des arbres, ce qu'on appelle la canopée, peut s'expliquer par la physique, la chimie, la biologie, par la législation, par nature. Vous voyez que Kant, ça marche. Hein. Et puis tout d'un coup, clairière, village, bororo, case des hommes, case des femmes, rite d'initiation, prohibition de l'inceste. Tout dit, c'est pas la nature, ça. Mettez deux lapins en Australie, il y en a 1 million 10 ans après, hein. Tous consanguins. Incestueux, ben oui. J'insiste. Hein. Lévi-Strauss l'a vu, ça. Les lois sont générales dans la nature. La loi de la chute des corps, elle est la même sur la planète Neptune et chez nous. Alors qu'ici, il y a polygamie, là, il y a monogamie. Ça, c'est des règles. Hein. On avait bien distingué les deux. Vous voyez ? Les règles, ça se passe entre sujets. Vous voyez qu'il y a une logique du sujet. Or, l'exception, c'est la prohibition de l'inceste, aussi universelle dans toutes les sociétés humaines qu'une loi physique, bien que n'étant pas naturelle. Ça, c'est un peu moins immédiat à comprendre. Mais c'est très facile à démontrer. La preuve, c'est que les animaux pratiquent tout le temps l'inceste, si vous regardez bien. Et c'est comme l'amour maternel chez les animaux. Oui, tant qu'il y a une hormone qui est là, après, la lapine, elle dévore c'est la pro, hein, une fois que la période où l'hormonage est terminée après la mise bas. Je n'ai pas dit l'accouchement. Il n'y a pas de couchette. Donc voilà, une exception. Vous voyez, encore quelque chose qui est comme le pacte entre la nature et la culture, la prohibition de l'inceste. C'est pour ça que je me tarde un petit peu. Aussi universel que la nature. Donc là, ça touche au domaine de la nature et en même temps, c'est intersubjectif. Donc là, ça touche à l'histoire, à la culture. Exactement ce que Kant appelle ce qui est homogène à deux choses qui s'opposent. Un schème. C'est un schème, si tu regardes bien. Entre nature et culture, voilà. C'est le pourri entre le cru et le cuit. Le fermenté. Jusque-là, on suit à peu près Kant. Et là, il y a le plus important qui arrive. Ces deux législations, dont vous voyez bien qu'elles sont non seulement distinctes, mais même opposées. Quand je dis servez-vous d'abord, je veux dire je vais contre la faim qui m'anime et qui voudrait plutôt raccourcir le temps qui est entre la satisfaction et le besoin. Ces deux législations opposées se disputent un seul et même territoire. Encore une métaphore géographique et agraire. Un seul et même territoire. Bon sang, pour qu'il y ait le village et les cases et la clairière, il a fallu couper des arbres. Nature et liberté, c'est la division kantienne. Lui, il ne dit pas nature-culture, il ne dit pas nature-esprit, comme chez Hegel, il ne dit pas nature-praxis, comme chez Marx, il dit nature-liberté. Ce qui marche, quelque part, potentiellement. J'y reviendrai, hein, pour les gens que ça tracasse de faire un lien entre liberté et praxis. Mais pour l'instant, remarquons que la notion de territoire est capitale. Parce qu'il n'y a qu'un seul territoire que Kant définit très bien, c'est l'ensemble des objets de toute expérience possible, c'est-à-dire ce qu'il appelle le phénomène. Nature et liberté se disputent le territoire du phénomène.
Sauf que la nature, elle n'a pas besoin d'agir pour l'occuper, le territoire. Alors que si l'homme veut s'y faire une place, il faut qu'il fasse reculer d'autant ce qu'il y avait là. D'abord, pour qu'il y ait un champ, en agriculture, il faut soit abattre une partie de la forêt, soit assécher un marais, si c'est en Hollande. Je le dis parce qu'il y en a qui voudraient le beurre et l'argent du beurre. Il y a aussi un tragique de la dialectique, de la contradiction. Pour que ceci soit, il faut qu'autre chose ne soit pas. Donc, je relis maintenant le commentaire, ce que dit Hegel de la volonté abstraite. C'est la liberté du vide, celle qui dit le moi profond, c'est tout ce qui n'est pas objet, c'est même pas mon corps. La preuve, c'est que je fais le carême pour montrer que mon corps, c'est pas moi. Vous voyez, par exemple, où je le macère, où je le mets des scarifications, des diamants. Ça revient très à la mode, de marquer le corps. Ceux qui le font d'une manière, le mieux, c'est un jugement de valeur esthétique. Au monde, c'est à mon avis, c'est subjectif. Je n'insisterai pas. C'est les papous. Je ne sais pas si vous essayez de mettre peinture rituelle papou sur Google Images. La peinture du corps, c'est extraordinaire. Extraordinaire, comme créativité, dans la parenthèse. Enfin, l'homme aime bien ne pas laisser le corps tel qu'il est. Et contrairement à une idée préconçue que nous avons, nous, pays développés au sens économique du terme, pour qu'il n'y ait pas de jugement de valeur, plus les sociétés sont dites primitives, plus c'est sophistiqué le travail sur le corps. Je ne parle pas des Africaines qui ont des plateaux, des coups, vous savez, des coups de girafe, là, à force de mettre des anneaux, ce serait dangereux, parce que quand si vous enlevez les anneaux, la nuque, tout se casse. Oui. Allez, soyons clairs, le corps, c'est le lieu de la détermination naturelle. J'ai faim, non? J'ai soif, je dois me reproduire, je dois avoir une descendance. Tout ça, ça passe par le corps. Je parle de principaux instincts. Respirer. Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? C'est dans Bérénice de Racine. Il faut le sortir, ça, quand même. Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Or, laisser le corps tel qu'il est, c'est laisser la détermination naturelle vous envahir. Donc, pour prendre une distance et affirmer sa liberté, et surtout pour me faire reconnaître par l'autre comme un être humain, je dois montrer que je peux prendre des distances. Vous comprenez, servez-vous d'abord, que je peux prendre des distances avec la première impulsion instinctive. Et c'est ainsi que de l'instinct, on passe à l'institution. Vous voyez, comme les mots jouent dans la langue. C'est pas du tout pareil, c'est même inverse. La sexualité est un instinct de reproduction. Le mariage est une institution. La prohibition d'inceste est une institution dont on vous fait croire qu'elle est instinctive. Ah oui, il y a une horreur instinctive de l'inceste, pas du tout. Mettez ensemble, il y a des tas de romans, des pièces de théâtre, c'est un frère et une sœur qui ont été séparés à leur naissance par des naufrages, je ne sais pas quoi, si on ne sait pas, tout peut arriver. Il n'y a pas la voix du sang, n'en déplaise aux néo-nazis, n'est-ce pas? La voix du sang. Donc, j'explique ici de manière un peu plus concrète que d'habitude, pourquoi il y a cette insistance dans toute société humaine. Ici, je suis dans l'universel. Encore un mot démodé. Démodé par les idéologies redoutables qui sont en train de revenir. Oui, je le dis, les nazismes attaquaient l'universalisme. Les nazis, pardon, pas les nazis. Attaquaient l'universalisme. C'est très important à savoir. Mais de manière acharnée. L'universalisme, c'est une création des Juifs et de la Révolution française. C'est écrit en toutes lettres sur des milliers de pages, ça. C'est le même combat. Oui, parce que je vous ai parlé de la race germanique tout à l'heure, qui avait fondé Athènes et Sparte. Je suis dans le délire, mais c'est pas moi. Comment ça se fait qu'on n'est pas allé en ligne droite de l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ au Troisième Reich?
c'est qu'entre-temps, il y a eu le christianisme. Encore un coup des Juifs. Écoutez, historiquement. Marx, Freud, vous voyez pourquoi les deux plus grandes avancées dans la logique du sujet sont le marxisme et la psychanalyse. Celle de Freud en tout cas. C'est pas un hasard si ce sont les deux pensées les plus combattues dans l'idéologie dominante aujourd'hui. Au point que dans nos programmes scolaires, on supprime en philosophie le travail comme sujet, ça c'est pour Marx, et l'inconscient. Ben, écoutez, j'invente rien. Je colle à l'actualité. C'est pas pareil, hein, Marx et Freud. Mais il y a ça de commun, sacré juif, hein. Boss, hein, c'est l'époque où les juifs, c'était pas le sionisme. C'est retiré, en fait, c'est la version d'avril. Parle moins vite, je t'entends mal. Le travail et l'inconscient ont été remis, c'était la version d'avril. Mais dans la version définitive de juillet qu'il y a, tu vas être en plein dans ton sujet, la culture est disparue, ça a été remplacé par la nature. Non. La politique a disparu, ça a été remplacé par l'État. Et la morale a disparu, elle a été remplacée par le devoir. Merci beaucoup pour cette actualisation. J'essaye de suivre, mais je suis déjà lourdé. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, ben c'est pas rassurant tout ça. Hein. Donc, je suis un peu plus concret aujourd'hui sur toutes ces raisons qui font que je suis un homme dans la mesure où je suis reconnu par un autre homme comme étant un homme. C'est ça la dialectique de la reconnaissance. C'est ça qui est à la base de la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, qui m'a tellement inspiré. De Hegel à Marx, vous savez, des luttes des classes au rapport maître-esclave. Mais ça commence pas à Hegel, ça commence à... Allez, un peu avant. Oui, merci Rousseau. Qui a dit? Merci pour lui. Et pour nous? Oui. Rousseau. S'il y a des esclaves par nature, il y a des mentalités serviles, il y a des gens, des mentalités de larbin, comment on dit. C'est parce qu'il y a eu à l'origine des esclaves contre nature. Oui, Rousseau. Hein. Et quand Rousseau dit que la liberté consiste moins à faire ce que l'on veut, à faire ce qui vous plaît, qu'à ne pas dépendre du travail de l'autre. Vous savez, ça c'est lourd d'avenir, des phrases comme ça. Il suffit qu'il y ait la grève des éboueurs, on comprend ce qu'il veut dire. Hein. Le plus malheureux, c'est celui qui s'est jamais occupé de ses propres ordures. Hein. Tu connais un film qui est basé là-dessus. Sur les ordures. La fosse à les méchants, tu penses? Mais les ordures à l'intérieur de l'appartement, à les portes vidées. Les ordures à l'intérieur de l'appartement. Un chef-d'œuvre, hein. Cinéaste anglais, ah. Ah, tu parles de... Ah oui, Joseph Losey, là. Oui, de Servante. Tout le temps, Si ce film repasse, allez le voir. Si vous arrivez à le craquer, ça enregistre. Et tout, c'est un chef-d'œuvre. En plus, au niveau de l'image, la qualité de la photo. Puis c'est Freud et Marx pour le coup. Hein. Ah, tout, il y a les deux, là. Hein. Servante, comme son nom l'indique, c'est un domestique qui travaille pour un jeune anglais, un jeune lion, comme on dit en Angleterre, ça veut dire de l'establishment, qui a rien fait de le servant, le boy, quoi. Mais le boy en livrée, tu sais, avec les rayures jaunes, là, hein, le maître d'hôtel, un peu, tu vois, qui est joué par Dirk Bogarde, vous savez, celui qui joue dans Mort à Venise, là. Hein. Et qui vit avec son jeune maître qui est célibataire, qui amène des copines de temps en temps, qui a un château, un manoir en Écosse, tout ça, bon, bref. Et un appartement à Londres, bien sûr, et qui a un ascendant sur lui, parce qu'il est pratique, ce type, il connaît la vie, là, le servant, là, il sait où se procurer ceci, cela. Et l'autre pousse son ascendant comme ça, jusqu'à exaspérer le maître à un moment donné. Et le servant se met en grève. C'est le tournant du film. Le maître le supplie de revenir. Parce qu'au bout de quelques jours, il y a des cendres sur la moquette. Il a fait une partie le soir. Il y a des trucs. Il est débordé, le pauvre maître. Il n'a jamais rangé tout ça, quoi. Vous voyez. Il lui supplie de revenir. Il est moins libre. Vous voyez, c'est ça la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. C'est là, on le voit bien ici. C'est quand la production s'arrête qu'on s'aperçoit à quel point elle me détermine. Regardez sous nos pieds, là. Sous nos pieds, tout ce qui passe.
en canalisation, en métro, en RER, en gaz, en flotte, en conduit électrique. Tout ce qui... Je ne perds pas mon fil, la logique du sujet. C'est pour vous préparer à une image un peu inquiétante, non, mais jugez vous-même. Je suis en train. Je vois l'horizon. J'admire les Alpes. Le Vercors devant moi, je descends, je pars vers le sud-est. Gare de Lyon. Et petit à petit, je rapproche mon regard, vous voyez, jusqu'à regarder, non plus à l'horizontale, vers les montagnes quasi immobiles, mais presque à la verticale. Ah, je vois une vitesse effrayante. C'est ça le sujet. C'est la vérité du sujet qui est là. Je me croyais là-bas. Non, c'est ça le sujet. Vous voyez, c'est tout ce que nous consommons sans nous en apercevoir, tout ce qui travaille pour nous, là, c'est tout ça. D'accord ? C'est pas grave. C'est pas grave si tout ça se fait dans des bonnes conditions, d'une manière contractuelle, n'est-ce pas ? En rétribuant d'une manière juste, n'est-ce pas, ceux qui nous déterminent. Voilà. Donc, il fallait faire cette longue... Il est 20h30. Merci. Il fallait faire cette longue parenthèse. Je finis juste le texte de Hegel. Merci de me prévenir. Cette liberté, celle qui dit « moi, c'est tout ce qui n'est pas moi ». Le « moi », c'est tout ce qui refuse ce qui n'est pas moi. Je ne veux pas. Tout objet. Pour montrer que le sujet, c'est pas ça non plus. On va y arriver. C'est la liberté du vide. Elle peut se manifester, là je continue, sous une figure réelle, et non plus théorique dans ma tête, et devenir une passion. Alors, on a tous fait ça, adolescents. Hein. Ce que je suis moi, c'est ce que personne d'autre n'est. Vous voyez, c'est bon, il faut passer par là aussi. Hein. Il faut passer par la révolte pour être un révolutionnaire, pas y rester. Mais voilà. Donc, elle peut se manifester avec une figure réelle et devenir une passion. Alors, si elle reste simplement théorique, c'est le fanatisme religieux de la pure contemplation hindoue. Tiens, vous viens de faire les hindous là. Vous savez, c'est l'affirmation de l'absolu comme moi, hein, dans la philosophie, dans l'hindouisme. Vous savez, vous n'avez pas connu les 60s, là, les hippies qui restaient pendant des heures en train de dire Om, Om, la syllabe sacrée en sanskrit. Non, mais je rigole pas. Si, je rigole un peu, quand même. J'ai donné un peu là-dedans, mais j'avais 15 ans. Bon. Alors, si elle reste simplement théorique, c'est le fanatisme religieux de la pure contemplation hindoue. Si elle se tourne vers l'action, parce que là on était dans la contemplation, ça va, ça fait de mal à personne. Si elle se tourne vers l'action, c'est, écoutez bien, c'est la première fois que je vois une théorie de génocide comme les Khmers rouges, culture bouddhique. Cambodge. Alors, si elle se tourne vers l'action, c'est en politique comme en religion le fanatisme de la destruction de tout ordre social existant et l'excommunication de tout individu suspect de vouloir un ordre et l'anéantissement de toute organisation voulant se faire jour. C'est l'anarchisme poussé à sa limite. Je ne suis pas en train de viser des personnes ici. Personne n'est vraiment anarchiste. Personne n'est vraiment étatiste. Même aux États-Unis, vous savez, s'il n'y a pas les commandes de l'État, l'économie, elle s'écroule. Hein, en gros. Je parle de la NASA, je parle de la défense surtout, bien sûr. Hein. Et ils ont beau dire, on est pour le privé. Heureusement qu'il y a le Pentagone. Heureusement pour l'économie américaine, parce qu'il n'en restera pas grand-chose. Hein. Chaque fois qu'on vous dit, ça y est, ils ont recréé 200 000 emplois, oui, c'est un mec qui a eu du travail pendant une semaine à la plonge dans un resto, hein, c'est ça. Hein. Je caricature à peine. Hein. Et inversement, dans les sociétés les plus collectivistes, on ne me demande pas de donner ma femme à tout le monde. Je suis Platon un peu. Hein. Et ni de vous filmer ma brosse à dents. Hein, je veux dire. Elle n'est pas nationalisée encore. Voilà, donc c'est des limites, ça c'est des concepts, j'attaque personne. Mais l'anarchisme au sens strict, anarché, aucun principe. Arché, c'est principe. Comme dans les sociétés anciennes, c'est les anciens qui connaissent les principes. Archaïque, arché, ça prend ça. Archaïque, les principes. Vous le retrouvez dans l'archéologie, hein, que c'est lié au passé. Si on le prend à la lettre, c'est un hyper-individualisme, si vous voulez, voilà ce que je veux dire. Et même, je dirais, un singularisme, il faudra dire, parce que l'individu, c'est compliqué comme notion.
Chez Hegel, l'individu, c'est la synthèse du particulier et l'universel, du collectif et de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'individuel. Mais prenons l'individuel au sens courant pour ne pas compliquer. C'est pas, cette position dont il parle, là, elle est rigoureusement, n'est-ce pas, anarchiste, l'excommunication de tout ordre, vous voyez, voulant se faire jour. Alors vous allez voir, c'est explicite. Ce n'est qu'en détruisant que cette volonté négative a le sentiment de son existence. Pas la démonstration, pas le savoir, le sentiment. C'est terrible. Vous vous rappelez le prince de Rimbaud, c'est exactement ça. Il fallait qu'il détruise pour avoir le sentiment d'exister. Voilà. Alors, ce n'est qu'en détruisant que cette volonté négative a le sentiment de son existence. Elle pense qu'elle veut un état positif. Par exemple, l'état de l'égalité universelle, les Khmers rouges, ou de la vie religieuse universelle. Il y a des communautés mystiques comme ça, les gourous. Mais en fait, elle n'en veut pas de la réalité positive, car celle-ci introduit, positive dès qu'on est dans le réel, car celle-ci introduit aussitôt une détermination singulière. Qu'est-ce qui va faire la vaisselle, par exemple, hein, dans les communautés, dans l'Ardèche à l'époque, là, des hippies. C'est toujours les mêmes nanas qui font la vaisselle, constatons. Par exemple, les messieurs disaient « homme ». C'est vrai, je l'ai vu ça, vous êtes marrant. Je rigole pas, je chante ça la vérité. Ben en fait, on n'en veut pas la réalité positive, car celle-ci introduit aussitôt un ordre quelconque, une détermination singulière, aussi bien des institutions que des individus, alors que c'est en niant cette spécification et cette détermination objective que précisément la liberté négative devient consciente de soi. Ainsi, je finis, ce qu'elle croit vouloir, c'est intéressant cette distinction entre le conscient et l'inconscient, même de bonne foi, ce qu'elle croit vouloir peut n'être pour soi qu'une représentation abstraite et sa réalisation n'être qu'une furie de destruction. C'est la demi-heure des questions où j'ai grignoté 2 minutes. Voilà. Oui, Léo. C'est juste une question sur un point précis de l'exposé. J'ai pas tout à fait compris. Enfin, c'est vrai. Pourquoi il y a beaucoup de points imprécis? Je te fais marcher. Non, il y en a plein, mais il y en a un que j'ai pas compris. C'est exactement ce qu'il faut poser comme question. C'est vrai qu'empiriquement, on constate que dans les sociétés primitives, plus les sociétés sont primitives, moins elles sont développées, plus le corps est Travailler. esthétisé, on va dire. Mm-hmm. Et en fait, je comprends pas pourquoi c'est dans ce sens que ça se fait et pas dans le sens contraire. Parce qu'on pourrait croire que plus on s'éloigne de la nature, plus on éloigne notre corps de sa détermination. Ça te tracasse, hein, parce que la dernière question que tu avais posée rejoint un peu ça. Ah oui, c'est vrai. Même si c'était sur un autre sujet apparemment. Tu vois ce que je te rappelle, ce que je veux dire, hein? C'était très intéressant la question, comme celle-ci d'ailleurs. Et oui, alors, ça te semble paradoxal. Oui. Je vois pas où la contradiction, si tu essayes de la formuler. Bah, Oui, Pauline. Moi, je sais pas, moi j'aurais dit que c'est parce qu'on a tellement. On s'est tellement éloigné de la nature de façon visible et dans plein de domaines, et aussi les vêtements et autres, que c'est moins concentré sur le corps, mais en fait c'est plus dilué dans plein. C'est pratiquement ça, on n'en a plus besoin. Les instruments. Ah, d'accord. Donc c'est On n'en a plus compensation besoin. Ok. D'accord? C'est tellement évident, Ben oui. plus visible que c'est. Tandis que là, c'est des sociétés que j'admire énormément, justement, tout ce qu'elles ont sur les épaules. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à ces sociétés-là, car nous sommes passés tous par là. Il ne faut quand même pas oublier. Société que je désigne comme étant sans écriture, hein, c'est comme ça. C'est la manière la plus objective d'en parler. Si vous dites primitif, on ne sait jamais si vous faites un jugement de valeur. Elles peuvent être primitives technologiquement et être bien supérieures à nous esthétiquement. Regardez même les peintures sur les cavernes, les chefs-d'œuvre que ça peut donner, n'est-ce pas? Ou besoin de démontrer l'importance qu'a eu la plastique africaine sur le cubisme ou sur les arts dits d'avant-garde au début du XXe siècle, par exemple. C'est pas Modigliani ou Picasso, bien sûr. Donc, c'est pas un jugement de valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que la production, maintenant je réponds à ta question, et Pauline nous a ouvert la voie, exactement, est tellement faible, la production matérielle, c'est là qu'on revient dans Marx à fond, hein, que je n'ai pas 36 manières de poser à ma liberté autrement que sur le mode, et un mot important chez Freud, magique. L'usage magique du langage.
plus on est faible, ça répond à ta question, c'est dans Freud, hein, là, ce que je suis en train de dire. Plus on croit à la magie. L'enfant adore les contes. Parce que l'enfant n'a pas au niveau psychomoteur les moyens d'assouvir ses désirs et ses besoins comme vous et moi. Encore que, on aimerait bien assouvir un peu plus, mais vous voyez, il est un peu dans la détresse à ce niveau-là. Donc, l'usage magique du langage, bon, c'est simple, d'ailleurs je le prends dans un conte, c'est Sésame, ouvre-toi, et pop, ça s'ouvre, hein, c'est ça, l'usage magique du langage. Il suffit de parler, et puis la réalité vous obéit. Eh bien oui, ce serait le rêve. Hein. On pense que je vais dire, voilà, là on y est. Donc, l'importance de l'ordre symbolique éclate dans ces sociétés, précisément, et c'est leur supériorité sur nous, alors là je dis du point de vue philosophique, c'est qu'elles ne le cachent pas. Elles montrent à chaque instant l'importance de l'ordre symbolique. Par exemple, si je vous parle du complexe d'Oedipe, c'est une construction à Freud, moi j'ai lu Onfray, tout ça, c'est des fariboles, c'est des conneries. Freud, c'est un mec qui trompait sa femme avec des maîtresses, c'est un mec ignoble. Je peux vous garantir qu'en Afrique subsaharienne, j'allais dire dans la société traditionnelle, mais c'est pas la peine, excusez-moi. Les 9/10 de la population sont pour des raisons économiques dans la société traditionnelle. C'est encore une autre manière de répondre à ta question. Un enfant à qui sa mère a dit va demander 1000 francs à papa parce que je vais au marché, il ne va pas regarder son père en disant maman te demande 1000 francs, il regarde par terre. Maman vous demande 1000 francs. Parce que regarder un père dans les yeux, c'est un défi, à cet âge-là. Vous voyez, ça répond à ta question, tout ce que je suis en train de dire. On voit bien l'ordre symbolique. C'est que si on n'introduit pas un certain ordre, d'accord, à ce moment-là, c'est la révolte, je ne sais pas si vous avez lu Totem et Tabou, ou Moïse et le monothéisme, c'est la révolte des jeunes mâles contre le mâle dominant, hein, contre le babouin. C'est peut-être ça que voulait dire Heidegger. Nous avons un devoir d'éros à l'égard du Führer. Le Führer, c'est le babouin en chef, en fait. Non, mais j'y ai pensé souvent dans l'inconscient complètement de Heidegger. Hein. C'est des vieilles résurgences. C'est vrai. Bon, oui, tu voulais dire quelque chose, pardon. Oui, mais alors, est-ce que ça veut dire tendanciellement que les symboles vont disparaître ? Est-ce que ça veut dire que plus on développe les forces productives, plus les symboles tout le langage que nous parlons maintenant, je me tue à vous dire qu'il est d'ordre symbolique. Oui, mais il l'est probablement moins que... Enfin, je sais pas. Est-ce que plus on pousse les forces productives, moins l'importance du symbolique... Le symbole change de registre. D'accord, ok. Ah non, c'est quelque chose qui ne disparaît pas, qui s'enrichit au contraire. C'est comme si tu me disais, à partir, disons, de la Renaissance, tu n'as plus besoin de musique. L'histoire de la musique commence. Mais oui, c'est intéressant. J'avais opposé, enfin, c'est pas moi seulement, c'est pas toujours l'opposition Grèce-christianisme. Je m'attarde souvent sur cette opposition parce que c'est la nôtre, surtout à nous, Européens. Je parle de civilisation ici, européenne. Rappelez-vous, quand il y a eu le référendum sur le projet de constitution européenne, la droite libérale, en particulier Giscard, qui était le maître d'œuvre de l'opération, n'oubliez pas, de la rédaction de cette constitution, voulait introduire la référence au christianisme dans la constitution européenne, si vous vous rappelez bien. Je trouve ça scandaleux. Non pas, je ne bouge pas de la calotte, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais à ce moment-là, on ajoute aussi la dimension grecque. Allez visiter Versailles, n'est-ce pas? Essayez d'oublier la Grèce, c'est impossible. Elle vous saute au visage tous les 10 mètres. La plastique, l'architecture, la sculpture, tout est grec. La littérature, les tragédies de Racine, la scène se passe à Trézène, ville du Péloponnèse. C'est ce que Racine dit pour les 5 actes de Phèdre. Hein. Je m'acquitte d'un petit devoir littéraire en passant dans le théâtre après, le théâtre du 19e siècle, romantique puis moderne. Vous avez 2 pages d'indication de didascalie, comme on dit en littérature, pour dire ici il y a un guéridon à gauche, là il y a un escalier qui monte. Et puis il parle avec une voix un peu étranglée. Chez Racine, pour les 5 actes. Hein. La scène se passe à Trézène, ville du Péloponnèse. Point. Allez, mettez une colonne, un rideau.
C'était pas le règne des metteurs en scène là, à l'époque. Hein. Voilà, je reprends la parenthèse. C'est une petite rancune d'amateur d'opéra. Donc voilà, ça répond à ta question. Cette opposition Grèce-christianisme fait qu'on a dédivinisé la nature. On l'a désubstantialisée, pour reprendre le vocabulaire hegelien. Donc on pourrait dire que, ça y est, nous on sait qu'il y a H2O. Pas du tout. Pas du tout. Parce que le fait d'aller prendre une douche, d'aller faire sa toilette, de goûter les premiers bains de mer après un hiver à les avoir désirés, ça a une autre vertu que les simples effets mécaniques, et indubitables par ailleurs, de l'eau qui nettoie les pores, la respiration, ce que tu veux. Il y a quand même, allez, je cite Rimbaud, dans l'océan que j'aimais comme s'il eût dû me laver d'une souillure. Ah, ça c'est pas biologique, ça. Ça purifie l'eau de mer, vous voyez. Et le baptême, ça consiste quoi? À arroser avec de l'eau. Hop, tous les péchés sont... Vous voyez, il y a une fonction symbolique qui accompagne toujours. Donc, la publicité pour les congés payés ou pour les plages va reprendre l'ordre symbolique, n'est-ce pas, Léo? Ça ne s'éteint pas avec le monde hellénique. Drink Coca-Cola is good for you avec les glaçons, les trucs, les on the rocks. Il y a une époque aussi, c'était Hollywood Chewing Gum, vous voyez. Il y avait toujours une bande de jeunes dans des endroits superbes avec des motos, des rivières, vous voyez. Tout ça pour un chewing-gum, bon. C'est un peu réducteur à la fin. Bon, je ne suis pas contre, hein, la culture, la publicité, mais voilà. Question. Si j'ai bien compris, la logique du Stéphane. en fait, c'est pour faire face à la reconstitution du nazisme. Bien sûr. C'est qu'il faut retrouver en fait articuler de façon comme le font les scientifiques en savant facilement. Il faut le faire dans le domaine de la liberté, enfin dans le domaine de... Dans le domaine, tu parles de manière kantienne, c'est bien. Le Kant que Hegel et les autres ont gardé, hein. Mais pourquoi ne l'exprimes-tu pas, alors d'accord, détour, je sais, mais pourquoi ne l'exprimes-tu pas directement dès le départ, ça, le fait qu'on a besoin de reconstruire de construire, enfin de faire la logique du sujet pour dénoncer cette reconstitution du nazisme qui se fait sous nos yeux. Ben, va dire ça, Popper. Il faut des arguments qui convainquent. Enfin, tous ceux qui l'a convaincu de penser comme lui, ça en fait un paquet. Hein. D'accord. Je vous répète que j'ai fait une conférence il n'y a pas si longtemps en Norvège. Et qu'on m'a dit là-bas, attention, hein, quand tu dis philosophie là-bas, tout le monde pense néopositivisme, philosophie analytique, positivisme logique, bref, calcul de prédicat, tout ça, je veux dire... Mais Popper, sinon, il a quand même, c'est un penseur très important tout de même, c'est pas seulement... Enfin, je sais, il y a par exemple, effectivement, c'est bien lui qui dit qu'une science, il faut qu'elle puisse être réfutable, c'est ça? Oui, enfin, j'ai relisé tout à l'heure, j'aurais dû achever. Mais depuis Aristote, on le sait, ça. Comment? Ben, depuis Aristote et Euclide, on sait bien. Enfin, quand même. Si Platon, c'est ça, ce que Hegel appelle la révolution mondiale produite par Platon. C'est que c'est plus le rapport de force, ou bien le chant, ou bien la sophistique, ou bien la séduction, les effets de manche, comme on dit chez nous, qui doivent emporter le sentiment. C'est la démonstration froide et rationnelle, et la non-contradiction. C'est le b.a.-ba du scientifique depuis toujours. Sauf que, à l'époque de Platon, le scientifique n'était pas encore intervenu dans le domaine physique, encore moins chimique, encore moins biologique, mais il était déjà dans les mathématiques. Ce qui a permis à Platon d'établir une rationalité. Quand Hegel dit dans la préface à la philosophie du droit, dont je vous ai lu un extrait, que j'appelle l'extrait sur les Khmers rouges, mais ça c'est personnel, il dit, cette fameuse citation, le réel est rationnel, le rationnel est réel, cette fameuse, qu'il vaut mieux traduire par effectif, hein, je crois on dit maintenant. Oui, ce qui est effectif, parce que réel, il y en a qui croient que le réel, c'est ce que je vois, ce que je touche, je pense. C'est sensible, ça, parce que ça, vous savez, rappelez-vous des cartes, hein, je peux toucher ça en rêve. Je vous dis, bah, la preuve que c'est réel, c'est que je le vois, oui, mais je le vois en rêve. En rêve, je vois, hein, je vois ma grand-mère, ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'elle est morte. C'est dommage que ça meure, les grand-mères.
Et en fait, elle n'est pas là. Elle n'est pas présente. C'est une Vorstellung, une représentation. Donc, soyons clairs. Quand Hegel dit ce qui est rationnel et effectif, c'est mieux la réalité effective. Justement, ça revient un peu à ta question. On peut effectivement prouver effective. Le traducteur, en l'occurrence ici Hippolyte par exemple, essaye de traduire Wirklichkeit. Or, vous êtes anglophone, si vous n'êtes pas germanophone, ce sont des langues germaniques, tout ça, à 2/3 pour l'anglais. Work, Wirk, c'est le même. Il y a un I à la place du O. Ça veut dire qu'il y a un travail. C'est la réalité qui suppose non pas d'ouvrir ses yeux, c'est pas un travail ça. Parce que j'ouvre mes yeux, je vois que le sol ne bouge pas, alors qu'il bouge, à une vitesse effrayante autour du soleil. Enfin, effrayante, je rajoute. Voilà, je fais comme Pascal. Et donc, réalité effective, la réalité auquel on arrive après un long détour par l'abstraction scientifique, qui fait dire à Leibniz cette magnifique phrase épistémologiquement, il n'y a de concret que par l'abstrait, et qui fait dire à Marx que si l'essence et l'apparence des choses étaient confondues, toute science serait inutile. S'il suffisait pour comprendre le réel de ramasser dans le caniveau, ça saurait. Ou sur les plateaux télé, le caniveau c'est mieux. Donc, c'est à ce moment-là qu'il cite Platon. C'est pas un hasard. Quand il dit Platon, il a été réactionnaire, il ne le dit pas comme ça. Il dit il a senti venir un nouveau monde, le monde que Hegel a appelé dans son code, le monde moderne, chrétien, machin, etc., où c'est la liberté infinie que plus rien ne peut arrêter. Qu'une fois qu'elle est intervenue, Platon a essayé dans la République de juguler ça. Vous savez, quand Platon dit par exemple que personne ne doit sortir de la cité idéale avant l'âge de 50 ans. Mais des fois qu'on irait prendre des idées nouvelles ailleurs, il ferait du changement, ça ne va pas, non? Et par exemple, société substantielle, vous voyez, justement, un peu archaïque. Bon. Et Hegel dit, pourtant, il a prouvé qu'il était un grand esprit. Parce que l'idée autour duquel tourne sa réforme est, et là je cite mot pour mot, le pivot autour duquel a tourné la révolution mondiale qui se préparait alors, 2 points, l'effectif est rationnel et le rationnel est effectif. Ne doit être considéré comme vrai et comme réel que ce qui sera passé par un détour rationnel. C'est-à-dire par la falsifiabilité et tout ça, bien sûr, par la démonstration qui a commencé en mathématiques et que Platon a récupéré après Pythagore et Thalès en philosophie. Voilà. Tout en essayant de l'appliquer, et c'est ça qui est compliqué, au langage de tous les jours, alors que Euclide a commencé par l'abandonner. Progressivement. C'est des questions intéressantes. Pas de question de physicien, ça m'étonne. Oui, Roman. Oui, j'ai une question parce que... Ingénieur quand même. Oui, en l'occurrence, ce ne sera pas là-dessus que porte ma question, mais il me semble qu'il y a un élément de réponse aussi à la question de pourquoi finalement on ne voudrait pas davantage cacher le corps lorsqu'il nous détermine davantage. Je t'interromps, je suis ravi que vous répondiez à la place aux questions, pour moi c'est l'idéal. J'arbitrerai éventuellement. Est-ce qu'un élément de réponse ne serait pas, comme dans la lettre volée, c'est que pour le cacher, quand on n'a pas vraiment les moyens d'apaiser le corps, puisqu'on n'a pas encore les moyens de le soigner, le meilleur moyen de le cacher, c'est de l'esthétiser, justement, de le rendre, de le montrer... Ostentatoire. Ostentatoire, de le montrer, mais de cette manière de le transformer. Et que, justement, c'est que, il y a des siècles aussi où on a caché le corps, c'est que depuis très peu de temps, finalement, qu'à la plage, etc., on peut le montrer, mais c'est parce qu'exactement, ça fait très peu de temps que... Dans sa nudité, si je puis dire, voilà. même au sens propre. Ça fait peu de temps que... au point d'inverser les valeurs, on est d'accord. Des... Très content de ton intervention. Au point d'inverser les valeurs. Une fille jolie, à l'époque, à l'Ancien Régime, avant les bains de mer, c'est une fille qui avait la peau blanche. C'est-à-dire qui travaillait pas. Travailler, c'était travailler au soleil, parce que c'était pas l'industrie, pas de la production, c'est l'agriculture. C'était la noiroude, la bergère. Puis se sentait mauvais.
Je vais vous raconter une histoire. Mais elle est vraie. Pardon d'en rire d'avance. Mais Victor Emmanuel Ier, le roi du Piémont, vous savez, c'est son fils qui a fait l'unité italienne, mais lui, c'était un coureur de forme, c'est un souverain. Hein. Et alors il allait souvent dans le Grand Paradiso, si vous connaissez un peu dans le nord de l'Italie, c'est une magnifique réserve, une forêt de haute montagne, les Alpes. Et ses conseillers prévenaient une ferme avant, préparez-nous une bergère. Voilà. C'est comme ça, c'est le droit du plus sage, souvent. Et alors les parents, douche, ça n'existait pas. Machin, eau de Cologne, je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme onguent, etc. Et Victor Emmanuel, elle est authentique l'histoire. Il s'est approché, il a senti, il a dit Milano guastata. Vous comprenez l'italien? Ils me l'ont gâté. Lui, il aurait voulu odeur de chèvre, c'est dans sa cour, il a que ça des parents. J'adore cette histoire. Bon. Oui, mais on revient au corps, là, on est en plein dedans. Pourquoi le blanc comme un cachet, la blancheur qui est la couleur de la séduction et de la beauté par excellence, les roses et les lys, n'est-ce pas? La fille qui est blanche et qui rougit avec l'émotion, l'idéal, quoi. La poésie du Moyen-Âge. Rouge sur fond blanc. Qui donne le rose. Pourquoi tout d'un coup ça s'inverse et qu'on dit, fille qui dit à sa copine, mais tu es blanche comme un cachet d'aspirine, ma fille. Tout d'un coup c'est une contre-valeur. Parce que c'était un luxe, c'était les premiers à Deauville, au bain de mer, au début, etc. Tout d'un coup ça s'inverse. Et d'aller à les 3 S, sexe, scène, sun. La base du film X, c'est pas, enfin, avec les palmiers en plastique, avec un soleil électrique. Pour le travailleur immigré, on n'a pas besoin de se fatiguer. Hein. Donc oui, c'est important de voir l'ordre symbolique, comment il s'inscrit à chaque génération dans le corps par des voies détournées, échangeantes et variantes, mais le sens ne change pas. Le sens, c'est de se faire reconnaître comme libre. À tort ou à raison. Celui qui a de l'argent a plus de facilité à paraître libre, détaché. Il y a une nouvelle de Kafka que je vous recommande, qui s'appelle « Une visite à la mine ». Je crois que c'est 4 pages, même pas. C'est un mineur qui parle. Il dit, aujourd'hui, nous avons vu la visite d'ingénieurs. Mais on dirait qu'il parle des dieux. D'accord? Jusqu'à la fin, c'est une phrase, ça nous a tellement troublé, c'est une visite de routine, hein, technique, qu'on est devenu incapable de travailler pendant 1 heure. Il décrit les ingénieurs, on a l'impression que c'est une autre espèce. Ils ont une peau différente, vous voyez, ce sont des dieux. Au sens grec. Je présume que c'est pas les bergers que visaient les Grecs quand ils parlaient d'Apollon. Même si Apollon s'ennuie à l'Olympe et ne fait que draguer les bergères. Hein, ça, c'est la mythologie. Mais voilà, donc c'est important l'ordre symbolique. Il faut se faire reconnaître comme étant libre, comme étant dégagé de la contrainte. Et comme, je le répète depuis tout à l'heure, la contrainte est d'abord naturelle, manger, boire, se reproduire, plus je prends des distances, où je donne l'impression de prendre des distances. En fait, je fais travailler les autres pour ça, le plus souvent. Hein. Mais c'est le travail de l'autre qui me permet de prendre des distances avec la nature. Ça s'appelle avoir des domestiques, ça s'appelle maître et esclave, ce que vous voulez. La lutte des classes, tout simplement. Donc, les modalités changent, mais le fond est toujours le même, c'est la liberté. Dernier exemple, Zadig de Voltaire, vous voyez. À un moment donné, vous savez, Zadig, c'est le conseiller. À un moment donné, on lui dit, bien, le roi, il est insupportable, il est vaniteux, il faut tout le temps lui faire des louanges, etc. Si tu peux intervenir, parce que c'est terrible, on a toujours l'impression de le vexer. Et Zadig dit, laissez-moi faire. Vous vous rappelez du conte, non? Un premier matin, il paye un orchestre avec les meilleurs musiciens pour jouer de la musique là et chanter au réveil du roi, du prince, souverain quelconque, en question, un satrape, parce que c'est une nouvelle orientale. Et l'autre est ravi, parce que je chante ses louanges, t'es le plus grand, t'es le plus beau. Donc, les pharaons, c'était rien à côté. Voilà, je ne suis pas très bon dans la louange, donc je m'arrête. Enfin, dans la louange des princes. Et deuxième jour, troisième jour, il était pareil, un peu moins, vous savez. Votre plat préféré, je vous en fais manger tous les jours, à la fin, il vous écœure. Si vous mangez que ça pendant tous les jours, pendant des semaines et des semaines.
Et ça devient un cauchemar. Et il demande qu'on débarrasse des musiciens. Vous voyez, tu vois la formule. C'est que quand c'est illusoire, ça ne marche pas définitivement. Il faut renouveler tout le temps la charge symbolique. D'accord ? Et je terminerai, pour ce qui est du symbole, oui, c'est juste l'heure, très rapidement, sur une référence qui a l'avantage que vous la connaissez tous, toutes. C'est le premier jardin, Adam et Ève. D'accord ? Vous savez, en gros, hein, je rappelle quand même. Avant la faute, après la faute, c'est ça qui m'intéresse. D'accord ? Avant la faute, ou plutôt, plaçons-nous tout de suite après la faute. Au début, rien n'est de l'ordre de la causalité, la seule que connaît Popper. Les serpents, ça ne parle pas aux bonnes femmes, en principe. Ni aux hommes. Est-ce que ça parle même, comment dirait Abidjan ? Donc, tout ce récit-là, pour un athée médiocre, c'est-à-dire tout ça, c'est des conneries à la Voltaire, si vous voulez, excusez-moi, mais Voltaire, il n'a jamais eu... Pour lui, la religion, c'est une connerie, une erreur. Il n'a jamais compris la vérité de l'erreur, comme Marx, vous voyez, l'aliénation. Donc, après la faute, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les changements ? C'est personnes qui sont nus. Bien. Création de l'habit. Dans le corps, on est en plein là, oui ou non ? C'est Dieu appelle Adam. Adam ! Comme tous les jours. Pourquoi tu... Ah, je me cache parce que je suis tout nu. Ah, tu as mangé le fruit. Et passage de l'animalité à l'anthropologie. Et puis, deuxième différence. Ben jusque-là, tout pendait aux arbres, il suffisait de se pencher. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Création de la praxis. Et tu accoucheras dans la douleur. Car c'est vrai, la religion n'est pas idiote. Hein ? Rimbaud, que je cite tout le temps, la théologie est sérieuse. Hein ? C'est vrai que dans l'espèce humaine, mais ça n'a rien à voir avec les conventions, c'est vrai que l'accouchement est beaucoup plus problématique, difficultueux que dans la quasi-totalité des autres espèces animales. Beaucoup l'expliquent par le passage à la station bipède, qui aura fait un rétrécissement des eaux du bassin, enfin bref. Je veux dire, mais c'est une catastrophe, qui a produit des catastrophes. Et qui fait que le petit homme met un temps fou à se tenir sur ses deux jambes, là où une petite antilope, au bout de quelques heures, arrive à fuir un danger en suivant sa mère dans la savane. Donc, tous ces changements-là, si vous ne faites pas intervenir l'ordre symbolique, on dit, mais c'est des conneries, ça n'a jamais existé, ça, un jardin, un paradis terrestre. Non, c'est vrai, il n'a pas existé au sens phénoménal, il n'y a pas une antériorité comme ça. Mais c'est vrai que le paradis est entouré d'eau. Ça commence comme ça, hein. Entouré de... Oui, il y a plein de fleuves qui entourent le paradis, n'est-ce pas ? D'abord, c'est dans des pays déserts qu'on a inventé ça. Le paradis, c'est de la verdure et de l'eau. Croyez-moi. Quand vous voyez ce que c'est que le court printemps arabe, là, les premières pluies, cette terre qui n'est jamais exploitée, donc qui est très fertile, en fait, s'il y avait de l'eau. Vous voyez ? Et qui explose, c'est des milliers de fleurs tout d'un coup, là, ça dure pas longtemps, mais c'est magnifique. Hein, on Sahel. Donc voilà, l'ordre symbolique, c'est ça. C'est quoi, entouré d'eau ? J'ai jamais été autant au paradis que dans le ventre de ma mère. Réfléchissez, c'est un jeu collectif, ça s'adresse aux hommes, aux femmes. Hein. Température idéale. Ah ben oui, si vous voulez que je vous dise. À peine tu as un désir, il est satisfait. Bon, pas de distance, pas de temporalité. L'éternité, puisque j'attends pas la nourriture. Elle est là. Mais on ne peut pas y revenir. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit ? Allez, dernier détail. On ne peut pas revenir au paradis terrestre parce qu'il y a l'ange à l'épée de feu qui garde l'entrée maintenant. Il ne fallait pas faire la faute. Ben voilà. Je suis désolé, messieurs, pour cette mauvaise nouvelle, mais qui est une bonne nouvelle. Hein ? C'est que nous avons à produire, n'est-ce pas, mieux que ce que nous avons quitté. Voilà. J'espère que la logique du sujet progresse entre nous. Voilà. Merci à vous.